Pour connaître la vérité historique à propos d'un fait historique, il faut rassembler des preuves. Alors ces preuves, dans le cas de l'histoire, on va parler de documents historiques. Des documents historiques, il peut y en avoir de tout type. Des documents écrits, du genre la lettre que quelqu'un a adressée à quelqu'un d'autre. Du genre lorsque quelqu'un raconte sa vie, à la fin de sa vie, on va parler de mémoire. Du genre un article de loi, c'est un texte écrit aussi. Du genre des notes, un journal rédigé pendant la guerre, etc., etc. Tout ça, ce sont des documents écrits qui sont des documents historiques. Il peut y avoir aussi des documents iconographiques, c'est-à-dire des images, peintures, photos, dessins, affiches. Il peut y avoir des documents matériels, un bâtiment par exemple, ou une sculpture dans l'espace public, ou un vase, qui nous en apprend aussi sur l'histoire. Il peut y avoir des documents schématiques, une carte, un plan, un tableau, un schéma, ou il peut y avoir des documents audiovisuels, par exemple une émission radio Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. ou un JT, ou une interview filmée de quelqu'un. Un peu comme pour une enquête policière, lorsque les policiers sont face à un meurtre, ils vont devoir rassembler les preuves. Eh bien, l'historien ou l'historienne va faire la même chose. Il ou elle va devoir rassembler tous les documents historiques dont il ou elle dispose et se poser toute une série de questions. C'est quoi ces questions? C'est ça qui est indiqué dans votre fiche outil, grille d'analyse critique d'un document. La première question à se poser, c'est est-ce que le document dont je dispose est pertinent? C'est-à-dire, est-ce qu'il répond clairement à ma question? En histoire, on va se poser la question, est-ce que la date, le lieu et le sujet correspondent? Est-ce que la date, le lieu, le sujet du document que j'ai ici correspondent à la date, le lieu et le sujet que je traite? Si oui, alors on peut dire que le document est pertinent. Deuxième question à se poser, eh bien, c'est précisément de quel type de document il s'agit, ça c'est ce que je viens d'expliquer. Troisième question à se poser, est-ce qu'il s'agit d'une trace du passé ou d'un document postérieur? Une trace du passé, c'est une trace qui a été produite au moment des faits ou par un contemporain des faits. Un document postérieur, c'est un travail scientifique ou non scientifique qui a été réalisé après les faits. Si je reprends la comparaison avec mon enquête policière, pour le policier, il doit faire la distinction entre toutes les preuves du meurtre, les empreintes digitales, les preuves du meurtre, ou en tout cas traces qui lui permettent d'arriver à quelque chose, tous les documents dont il dispose. Mais donc ce sont vraiment les sources directes, l'équivalent des traces du passé pour l'historien. Donc les empreintes digitales, les vidéos de surveillance, les témoignages des suspects, les témoignages de témoins, etc. Alors que, une fois que le policier a fait toute son enquête, mais le résultat qui va être présenté par le procureur, ou si un article de journal raconte toute l'enquête et tout le procès, ça va être l'équivalent du travail postérieur. Attention que un même type de document peut être soit travail postérieur, soit trace du passé, en fonction de à quel moment il est utilisé. Je vous donne un exemple, un article de journal. Si aujourd'hui vous ouvrez le journal et que vous trouvez une analyse d'un fait historique, une analyse historique qui fait l'état de la question, c'est un travail postérieur. Par contre, si vous êtes face à un article de journal de 1914 par exemple, le déclenchement de la Première Guerre mondiale, vous avez l'article de journal, mais là ça va être une trace du passé parce que c'est une façon pour nous de savoir comment tel événement a été annoncé à la population en 1914 au moment du déclenchement de la guerre. Donc attention qu'un même type de document, c'est pas l'essence du document qui fait que c'est une trace du passé ou un document postérieur, c'est la date à laquelle il a été produit. Ensuite, il faut se poser les questions sur l'auteur. Qui parle? Qui écrit? De qui s'agit-il? Et donc là, il faut en savoir un maximum
son nom, sa fonction, sa nationalité, ses dates de vie et de mort, etc. Éventuellement faire une petite recherche sur Wikipédia ou sur un autre site pour avoir une petite notice biographique sur cet auteur. Une fois qu'on a toutes ces questions préalables, on sait plus ou moins ce face à quoi on est. Mais alors, il faut se poser la question de l'authenticité et de la fiabilité. L'authenticité, c'est quoi? C'est vérifier que le document qu'on a est bien authentique. Pareil, un enquêteur doit vérifier que s'il a une preuve, elle est bien authentique. Imaginez qu'un réseau de criminels vienne et modifie des parties dans la vidéo de surveillance pour enlever certaines parties. L'enquêteur n'est pas face à un document authentique, il a été manipulé. Pour l'historien, pour l'historienne, c'est la même chose. On doit vérifier lorsque on est face à un document que c'est bien l'authentique, qui n'a pas été coupé, truqué, etc. La plupart du temps en histoire, il faut reconnaître qu'on est face à des copies. Ce n'est pas grave, mais il faut s'assurer que la copie corresponde bien à l'original. Donc déjà, il faut se dire où est l'original. Est-ce que je peux aller le retrouver dans une bibliothèque, dans un musée, dans des archives? Et si oui, est-ce que je peux vérifier que la copie correspond à l'original? Éventuellement, ce sont des extraits par rapport à l'original. Je ne montre pas tout un film, mais une seule partie, par exemple. Mais il faut s'assurer que le contenu du document ne soit pas manipulé, que le sens n'en ait pas été modifié. S'il y a eu un extrait qui a été pris, par exemple, il ne faut pas que le sens ait été modifié, sinon on peut dire que le document n'est pas authentique. Après, il faut se poser la question de la fiabilité, c'est-à-dire le contenu, ce que raconte ce document, est bien fiable, je peux m'y fier, je peux lui faire confiance, je peux l'utiliser. Jusqu'à présent, on n'a même pas parlé de contenu, on n'a que parlé de quel type de document il s'agit et qui l'a fait. Maintenant, il faut un peu se plonger dans le contenu et il faut commencer à s'interroger par d'abord l'auteur. L'auteur, est-ce qu'il est témoin de ce dont il parle? Oui ou non? Et s'il est témoin, est-ce que c'est un témoin neutre ou est-ce que c'est un témoin qui est impliqué dans ce dont il parle? Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'il a l'intention simplement de raconter ou est-ce qu'il a une autre intention de se justifier, de se mettre en avant? On ne sait pas. Un peu comme dans une enquête policière. Si on est face à un témoin, c'est pas parce qu'un témoin dit quelque chose qu'il a forcément raison. Parce que peut-être qu'il est influencé par ce qu'il a entendu d'autres personnes, peut-être que sa mémoire lui joue des tours, peut-être qu'il n'a vu qu'une partie, peut-être qu'il a envie de se mettre en valeur par rapport aux caméras. Donc on doit faire attention à l'auteur. Ensuite, il faut regarder le contenu. Est-ce que c'est un contenu objectif ou subjectif? Objectif, ça veut dire que ça ne fait pas l'objet d'interprétation. Objectif, ce sont des faits. C'est ce qui se rapproche le plus de la neutralité et donc de la vérité. Subjectif, ça veut dire qu'il y a une opinion ou une interprétation. Lorsqu'un témoin raconte quelque chose, il est forcément subjectif. Même s'il essaye d'être objectif, il parle de son point de vue. Pour arriver à l'objectivité, soit on a clairement des faits, soit on va prendre l'ensemble des points de vue subjectifs et ça va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble la plus objective possible. Une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, c'est-à-dire les 4 premières questions, pertinence, type de document, origine du document, l'auteur, et qu'on s'est interrogé sur l'authenticité et de la fiabilité du document, eh bien on est capable de faire une conclusion critique sur ce document. Alors ces conclusions critiques, elles peuvent être de 6 ordres, ça peut être plus nuancé que ça, mais avec les 6 que vous avez dans votre grille d'analyse critique, vous avez déjà une première idée de ce que peuvent être des conclusions critiques. Premièrement, vous pouvez dire le contenu paraît être une analyse complètement correcte, je n'ai aucune raison de m'en méfier, d'ailleurs l'auteur ou la source est complètement légitime, donc je peux me fier à ce document. Deuxième type, on peut dire ce document est complètement factuel. Donc, je peux m'y fier, je peux le prendre tel quel. Peut-être qu'il ne va pas raconter des masses de choses. Exemple, si c'est juste la liste de prisonniers, par exemple, dans un camp, je peux savoir telle personne est entrée telle date dans ce camp, en est sortie telle date. C'est factuel, je peux prendre ces informations telles quelles. Troisième cas de figure, je peux me dire, ok, le contenu de ce document est subjectif, donc ce n'est jamais qu'un point de vue, mais n'empêche que l'intention de la personne qui le produit n'est pas de nous influencer.
qu'est-ce que je dois faire? Je devrais donc rassembler l'ensemble de ces documents subjectifs pour finalement arriver à un point de vue objectif. Et quoi qu'il en soit, ça me dit quelque chose sur la personne qui a produit ce document. S'il s'agit d'un soldat qui écrit qui écrit dans son petit carnet comment se déroule la guerre pour lui, même si c'est son point de vue subjectif, c'est quand même très intéressant d'avoir ce point de vue subjectif-là. Quatrième cas de figure, si le document semble orienté, c'est-à-dire qu'il y a clairement la volonté de faire passer un message, ça va être le cas d'une affiche de propagande, ou ça va être le cas d'une caricature qui veut, par le rire, faire passer un message. Alors là, on ne peut pas prendre évidemment l'information comme la vérité, puisqu'on sait clairement qu'il y a une intention de faire passer un message. Mais n'empêche que c'est très intéressant, si on veut comprendre comment les gens ont été influencés, par exemple, comment la propagande fonctionnait, alors ce type de document peut être très intéressant. Cinquième conclusion critique possible, c'est de dire le document a été manipulé. Donc, a priori, il faut le traiter avec prudence parce que le sens a été modifié. N'empêche qu'il est intéressant de savoir pourquoi il a été manipulé. Un enquêteur aussi peut se dire, tiens, c'est manipulé, n'empêche, ça m'intéresse de savoir qui l'a manipulé, parce que ça va peut-être m'en dire plus aussi sur les suspects. En histoire aussi, la manipulation peut raconter quelque chose sur le fait historique dont il s'agit. Et enfin, dernier cas de figure dans votre grille, c'est si on constate que le document repose sur aucune affirmation fondée, tout paraît infondé, il n'y a aucune source qui est mentionnée, si éventuellement l'auteur est clairement illégitime parce qu'il est connu pour dire toujours n'importe quoi, alors là c'est un document qu'on va purement et simplement rejeter. Donc vous l'avez compris, pour construire la vérité historique, il faut se poser toutes ces questions. Et cet entraînement qu'on va faire au cours d'histoire vous sera utile pour n'importe quelle recherche de la vérité. S'il y a une bagarre dans la cour de récré et que vous voulez démêler le vrai du faux, eh bien avec tous ces réflexes, vous saurez qu'il ne faut pas seulement prendre un témoignage, mais qu'il faut les confronter. S'il y a une rumeur qui circule dans l'école, et que vous voulez, ou qui circule sur les réseaux sociaux et que vous voudrez en savoir plus, eh bien vous allez vous poser toutes les questions qu'il faut. C'est-à-dire, qui véhicule cette rumeur? Pourquoi? Quelles sont leurs intentions? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'il y a des sources qui ont été manipulées dans cette rumeur? Vous serez beaucoup plus aguerri pour y faire face. Et enfin, s'il y a une controverse historique qui s'invite dans le débat, eh bien, grâce à tous vos réflexes de critique, vous pourrez vous positionner de manière beaucoup plus assurée, de manière beaucoup plus critique.